Voilà, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais comme on a tellement de choses à entendre, à apprendre et tellement de questions en tête, et qu'on donne toujours une prime à ceux qui sont à l'heure, je vous propose de manière très autoritaire et très autocratique d'ouvrir la séance et de démarrer avec grand plaisir. Merci à Suzanne et Nassim qui sont mes camarades d'animation habituels que vous connaissez bien. Je crois que Milly va nous rejoindre d'une minute à l'autre également. Je vois Myriam également, que je salue, ainsi que tous les autres. Guillaume, je te propose qu'on démarre. Ouais, Si tu, voilà. ok. Alors, rassure-moi, parce que juste avant, puisque tu t'étais connecté un petit peu avant, tu avais 4% de batterie. Donc, est-ce que tu peux juste nous rassurer de ce point de vue-là? Alors, oui et non, comme dit mon ami Guillaume le Belge. Euh, sur le téléphone, j'ai la vidéo, mais sur l'ordinateur, le son. Donc, tu es sûr d'avoir du son tant que j'ai du Wi-Fi. Par contre, si j'ai plus de batterie, tu auras moins de vidéo. Voilà, donc on profite de ton image tant qu'on Voilà. l'a. Ça, j'enlève le masque une minute et je vais le remettre parce que je suis dans les bureaux avec d'autres collègues là. Super. Euh, voilà. Donc, c'est quand même plus sympa de se voir. Et puis, effectivement, on va profiter du son jusqu'au bout, Ouais. ça c'est sûr. Super, merci à tous de votre fidélité, de votre connexion. Merci à Guillaume de te prêter à notre exercice du Striving, qui est un format d'une heure très interactif Mhm. et pas du tout boring. Donc Guillaume, en France, contrairement à toutes les autres nations du monde, le diplôme a une valeur éternelle. J'en suis moi-même totalement désolé. Mais en l'occurrence, comme toi, tu es polytechnicien, on commence toujours par dire ça quand on est un Français, je dirais, traditionnel. Ce qui me plaît, c'est que tu es un X entrepreneur social. Donc, c'est vraiment génial. Tu as consacré depuis 2015 une partie de ta vie à la construction et à l'animation de communautés de travail inspirées, pour reprendre la formule de Frédéric Laloux, qui est une référence, s'il en est pour beaucoup d'entre nous, le fameux auteur de Reinventing Organization. Et tu as à cœur de susciter la transformation des organisations en santé. Les organisations en santé, avec l'épidémie, on s'est aperçu qu'elles avaient nettement besoin d'être transformées pour plein de raisons, pour gagner en agilité, pour gagner en efficacité, pour gagner en proximité. Et tu t'es inspiré d'une méthode qu'on connaît bien chez The Next Gen Enterprise, puisqu'on a invité Joss de Block, qui est extrêmement populaire mondialement sur ces méthodes très innovantes d'organisation, l'exemple hollandais de Buurtzorg. Et tu nous expliqueras au passage comment on prononce ce mot-là. Je sais pas. Tu es le traducteur du livre L'auto-organisation, ça marche, Mhm. de Astrid Vermeer et Ben Venting. Là aussi, désolé pour eux, j'écorche probablement leur nom. Et puis, donc, tu es au cœur d'un projet d'expérimentation qui s'appelle Équilibre et qui a été une opportunité immanquable pour toi. Qu'est-ce que c'est que ce projet? Ben, il propose de remplacer le paiement à l'acte des infirmiers libéraux qui est bien connu en France et un petit peu partout, hein, par un paiement au temps passé. Et l'objectif, c'est améliorer l'autonomisation du patient, des conditions de travail des infirmiers à domicile. On sait que ça a super bien fonctionné en Hollande, le pays de Joss de Bloch, à tel point que Joss, aujourd'hui, et il nous a expliqué ça lors du summit en novembre dernier, il conseille une partie du secteur public et des institutions des Pays-Bas. Alors, en France, l'article 51 de la loi de finances de la sécurité sociale pour 2018 visait à promouvoir les innovations organisationnelles pour la transformation du système de santé. Donc ça, c'est bien parce que lorsque la fonction publique et en particulier la sécurité sociale veut se transformer, on ne peut y voir là que de bonnes choses. Et c'est dans ce cadre qu'a été pensé le programme Équilibre, qui veut dire équipe d'infirmières libres, responsables et solidaires,
soutenu par l'association Soignons Humains, dont tu t'occupes, que tu as lancé, et qui est inspiré du modèle donc, développé aux Pays-Bas. Et en mettant en place donc, une forfaitisation au temps passé pour les soins infirmiers à domicile, vous souhaitez donc, toi et les personnes qui travaillent avec toi au sein d'Équilibre, instaurer un système de prise en charge en équipe qui est focalisé sur le patient, leur autonomisation et leur qualité de vie. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je te propose, Guillaume, de prendre la parole à partir de maintenant et de nous expliquer, tu as 15 minutes, alors on n'est pas aux pièces, hein, donc tu prends ton temps et tu le fais sereinement. Comment tout ça fonctionne, comment c'est possible de faire ça en France, parce que autant aux Pays-Bas, on a bien compris, le berceau de la sociocratie, que beaucoup de choses sont possibles, mais dans le pays de Descartes et de Napoléon, on se dit que c'est compliqué, et dans un pays ultra jacobin comme le nôtre, et le pouvoir en place ne dément pas cette tradition séculaire, on se dit que c'est compliqué, donc on a hâte de t'entendre et de t'écouter. Guillaume, à toi la parole. Merci Luc, tu as très bien posé le décor. Quand on a créé Soignons Humains en 2016, l'intuition de départ, c'était un peu celle de tout entrepreneur, qui est de se dire, bon, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais c'est pas grave, on y va quand même, on se lance, et puis on verra bien. Donc on a commencé en 2016 avec un point de départ qui était un parti pris de départ qui était de dire, commençons déjà par inspirons-nous vraiment le plus proche possible de ce qui se fait en Hollande et voyons qu'est-ce qu'on apprend avec ça. Qu'est-ce qui marche pas, est-ce qu'il y a des freins en France et tout. Donc on a on a proposé à des professionnels de santé qui avaient envie de ça. On a annoncé un peu un appel au peuple. Et puis avec ceux qui avaient envie, ils se sont mis en chemin. Donc l'idée, c'est toujours c'est des professionnels qui ont envie de monter leur équipe. C'est leur équipe. Et nous, on est, je dis nous, on a une petite équipe back-office là. Nous, on les aide à faire émerger leur projet. Donc déjà au niveau de l'équipe. Et puis après, ces petites équipes entre elles, c'est un peu de la gouvernance cellulaire. Elles sont connectées entre elles parce qu'elles partagent un peu la même vision, le même but. Et puis des services en commun. Et on a été accompagné au démarrage par les fonds européens. Donc tu disais comment c'est possible en France, mais c'est vrai que l'Europe là était un formidable soutien. Donc c'est un fonds Interreg de mer qui s'appelle TICC. Donc c'est un fonds qui finance des projets d'entrepreneuriat social sur une zone transfrontalière. Donc le Kent en Angleterre, les Hauts-de-France, la Flandre belge. Je salue Élise, nos amis belges, et puis la Hollande. Et l'idée de l'Europe, c'est de dire, finalement, c'est sur ces zones territoriales transfrontalières, il y a des problèmes sociaux systémiques qui sont sûrement les mêmes, souvent les mêmes. Et connectons un peu les acteurs, les entrepreneurs sociaux, les institutionnels dans ces territoires ensemble. Et regroupez-vous et proposez-nous des projets et nous, on financera dans la mesure où il y a plusieurs pays qui sont ensemble. Et donc, on a créé Soignons Humains en juillet 2016. Et 15 jours après la création, totalement par hasard, je reçois un email de quelqu'un qui me connaissait qui me dit tiens Guillaume, je pense que ce truc-là va t'intéresser. Il y avait un partenaire anglais qui disait nous on lance un projet Interreg sur la transposition de la vision Buurtzorg dans nos pays respectifs, dans le Kent en Angleterre, dans les Hauts-de-France, en Belgique, qui veut être avec nous là-dedans. Et donc c'est quand même un projet de 10 millions d'euros. Alors pour tous ces pays, alors les Anglais qui sont très forts ont pris la moitié du budget. Voilà. Donc, mais en tout cas, pour nous qui démarrions, c'était vraiment une opportunité incroyable. Et je le redis toujours, parce que vraiment, si on en est encore là aujourd'hui, c'est grâce à ces fonds européens. Donc, pour moi, l'Europe fait beaucoup de sens. D'autant plus dans un projet de coopération Hollande-France. Donc, on a accompagné la création de ces petites équipes au départ. Et puis, au bout d'un an ou deux, assez vite, on s'est rendu compte que le fait de vivre, donc les équipes avaient comme but de vivre la vision tout de suite, sans trop s'occuper du financier. Et puis, on s'est rendu compte assez vite qu'avec le système de tarification actuel des soins en France, il allait être
probablement très compliqué de trouver un équilibre. Pourquoi? Il existe dans les soins infirmiers en France, peu de gens le savent, mais on a beaucoup d'infirmiers. C'est très rare, dans les pays européens. En général, il y a une pénurie de professionnels. Nous, en France, on n'a pas ça, donc c'est chouette. Heu, il y a même certains territoires sur lesquels il y a trop, entre guillemets, d'infirmiers sur le territoire, donc ils galèrent un peu pour trouver des patients. Mais c'est la voilà. Donc il y a pas de désert médical pour les infirmiers. En revanche, il y a une vraie difficulté d'accès aux soins pour certains patients avec certaines pathologies. Pourquoi? Parce qu'ils ont le malheur d'avoir des soins qui sont mal, rémunérés par la nomenclature d'actes. Des raisons historiques et puis donc si, manque de bol, vous n'avez pas le bon profil de soins, sur l'ordonnance, bah, ça peut être très compliqué de trouver un infirmier qui peut venir chez vous. C'est pas qu'il veut pas, c'est pas un problème d'éthique, c'est juste que, bah, il y a des soins qui sont rémunérés à moins de 15 € de l'heure brute. C'est-à-dire même dans l'aide à domicile, on est à 21 € de l'heure. Donc je veux dire, objectivement, personne, ne peut travailler, voilà. C'est un peu fait exprès d'ailleurs, mais bref. Donc en tant que patient, vous pouvez être un désert médical à vous tout seul. Donc donc c'est très compliqué de trouver des professionnels pour vous accompagner à domicile. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, peut-être que je vais tomber. Vous allez peut-être devoir partir en établissement, en EHPAD ou vous dégrader assez vite, etc. Donc, in fine, effectivement, on va dire une petite économie dans un coin peut générer un gros coup sur coup quelques temps après. Comme les systèmes sont partitionnés et silotés, eh bien, c'est pas les mêmes budgets. Voilà, budget des soins infirmiers à domicile, c'est 8,5 milliards par an, 9 milliards, sur 200 milliards dans la santé, mais le budget de l'hôpital, c'est 80 milliards, mais c'est pas les mêmes personnes qui sont responsables de ces deux budgets-là. Donc, celui qui a le budget infirmier à domicile, son but, c'est d'essayer que les 9 milliards restent le plus petit possible. Et puis, voilà, il fait ça comme il peut, mais s'il y a un impact derrière, c'est pas forcément, en tout cas, lui, c'est parce qu'on lui demande de regarder l'impact ailleurs. Donc, il y a pas, la vision systémique est toujours évidemment compliquée à avoir dans la pratique. Donc, en tout cas, bref, nous, on s'est rendu compte au bout d'un an ou deux, assez vite, que en vivant cette vision de l'approche holistique, de fait de dire, nous, c'est un patient, une personne, on regarde, on essaie de comprendre son histoire, de quoi elle aurait besoin, et puis on fait ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, et ce dont a besoin la personne. Pour un certain nombre de patients, ça veut dire que, entre guillemets, les honoraires qui sont payés par l'assurance maladie ne permettent pas de payer le salaire des infirmiers. Donc, on travaille à perte, on va dire. Alors, que vous soyez libéral ou salarié, ça revient à peu près au même, on bosse à perte. Là-dessus, la ministre de la Santé, Mme Buzyn, et président de la République en 2017, fin 2017, a porté une grande ambition de réforme effectivement du système de santé, qui n'est pas nouvelle. Là, ce qui est très nouveau, c'est la méthode. Ils se sont rendus compte que depuis 15-20 ans, il y a eu pas mal d'expériences qui avaient été tentées, qui étaient toujours top-down, avec plein de polytechniciens super intelligents et tout, qui proposent des super trucs. Et puis, en fait, une fois arrivés sur le terrain, voilà. Et donc, ils se sont dit, OK, changeons. Et si on changeait de méthode? Parce que les mêmes méthodes produisent en général les mêmes résultats. Et donc, changeons de méthode. Olivier Véran, à l'époque, était le rapporteur de la loi au Parlement, 2017, la loi de financement de la Sécu. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, et Emmanuel Macron, président fraîchement élu, assez rompu, on va dire, à lui-même, avec son groupe qu'il a porté aux élections, de dire, OK, n'importe qui, donc Agnès Buzyn a dit, voilà, n'importe qui peut proposer n'importe quoi, du moment où s'il pense que ça va créer du mieux, soit de la qualité, soit de l'efficience, en termes d'organisation dans la santé. On va l'instruire rapidement. Si on trouve que ça fait sens, on va lui permettre d'expérimenter, on va le financer pour son expé, on va payer un évaluateur qui dira si les résultats sont mieux ou moins bien que ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça s'appelle l'article 51 de la loi de finances 2018. Donc, nous, on s'est jeté dessus, évidemment. Bon. Et alors, pendant un an, le ministère nous a dit, votre truc, en fait, c'est trop simple. Guillaume, t'as pas quelque chose de plus intelligent? C'était le retour, je sais pas s'ils sont là. La personne du ministère m'a dit, Guillaume, allez, quand même, je sais pas, de trouver un truc plus intelligent, la tarification à l'heure, c'est quand même basique, quoi. Et donc, j'ai dit, écoute, tu peux pas me faire un meilleur compliment, puisque nous, ce qu'on veut, c'est le truc qui soit. La tarification, pour nous, c'est pas le tarif qui crée la qualité.
Donc pour nous, le but de la tarification, c'est qu'elle soit la plus simple à comprendre et la plus simple à mesurer. Pour que le fait de la comprendre et de la mesurer occupe le moins de temps et d'énergie à tout le monde dans le système, de façon à ce que l'énergie soit focalisée sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire de quoi ont besoin les personnes et les patients, et qu'est-ce que les professionnels et puis le réseau informel, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. C'est ça qui devrait occuper la majeure partie du temps de cerveau disponible de tous les professionnels, de l'assurance maladie, de tout le monde en fait. Sachant qu'aujourd'hui, on a une nomenclature d'actes avec 90 codes actes différents, très compliqués, très pervers, parce que certains patients valent très cher, d'autres pas cher. Donc il y a du tri de patients qui se fait en fonction de la valeur financière du patient. C'est intolérable, insupportable d'ailleurs pour les professionnels eux-mêmes, ils ne supportent pas ça. Et on les oblige à faire ça. Donc le système est absolument pervers, parce qu'il oblige les gens à faire des choses qui vont à l'encontre de leur éthique personnelle. Et voire même, il leur dit, bah, c'est soit tu choisis le patient, soit toi, mais c'est l'un ou l'autre. Parce que pour moi, c'est vraiment, voilà, on veut un système où c'est OK, c'est-à-dire tout, c'est du gagnant, gagnant, gagnant. Voilà, il y a pas besoin on n'a pas besoin de faire gagnant, perdant, perdant, gagnant. Tout le monde va être gagnant là-dedans. Donc, au bout d'un an, bah, ils avaient autorisé aucun projet. Parce que il y avait la vision du ministère, enfin du ministre et tout, et sauf qu'après les services instructeurs mettaient plein de temps à instruire, puis ils disaient non à tout le monde. Et donc, au bout d'un an, le Premier ministre a dit, écoutez, je veux des projets, démerdez-vous. Et donc, ça a débloqué un peu le flux. Et l'autre idée géniale qu'a eu l'assurance maladie, avec le ministère de la Santé, c'est de proposer aux porteurs de projets de rentrer dans un accélérateur, un incubateur de projets en mode design. Et donc, eux, avec les experts de l'assurance maladie, les porteurs de projets, et on a passé comme ça 3 journées ensemble à co-construire en fait le projet. C'était fantastique. Jos de Bloc est venu, ça a tout débloqué, son jeu de mots. Et ce qui était génial à la fin de ces journées, moi ce qui m'a le plus touché là-dedans, c'est finalement ceux qui avaient le plus gros kiff de ces journées, c'était les gens de l'assurance maladie eux-mêmes, qui disaient mais en fait c'est extraordinaire de pouvoir faire ça, de bosser ensemble avec vous, parce que nous, en fait, c'est notre mission, c'est notre vie. Mais en fait, là, on voit le concret, on peut bosser sur le résultat, c'est extra. On a l'impression de enfin vivre notre vrai job. Donc tout le monde a pris un pied incroyable dans ces journées-là. C'était vraiment top. Et donc, pour répondre à ta question, comment c'est possible? Moi, je vois qu'il y a une vraie bascule, en tout cas dans les pouvoirs publics, pas partout, mais il y a la direction de la transformation publique qui bosse avec une vraie une vision, un vrai alignement de valeurs et tout. Il y a des hackers du système à l'intérieur du système. Et ils ont commencé à bien le hacker, le système. Et donc, nous, entre guillemets, bah, on bénéficie de ça au sens où, bah, voilà, quand on entre en résonance ensemble, bah, ça produit des petites étincelles assez sympas. Aujourd'hui, ils ont autorisé une centaine de projets comme nous. On est parmi les premiers, peut-être le plus systémique ou un des plus volumineux, mais il y en a plein d'autres super intéressants. Et ils ont rempli leurs promesses. Il y a plein de gens qui ont proposé plein de trucs super. Ils évaluent tout, ils expérimentent tout, et voilà. Donc c'est assez extraordinaire. On s'est retrouvé il y a 2 ans, une fois, il y avait tous les porteurs et tout, il y a une énergie de malade. J'étais très touché, moi, de Natacha Lemaire, donc c'est le numéro 2 du ministère, qui a pris la parole au départ, de sentir son alignement profond. C'était vraiment extraordinaire. Ça me donnait, tu vois, j'ai encore la chair de poule quand je vous en parle. Je lui dis, écoute, merci, parce que pour moi, ça me donne de l'espoir pour nos enfants, notre système de dans 30 ans et tout, quand on voit ça. Mais sur les changements profonds durables. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir la puissance de ces approches quand on les vit tous ensemble, c'est incroyable. Et comme je vois que ceux qui ont le plus gros kiff là-dedans, c'est eux, entre guillemets, je me dis, ça me donne encore plus d'espoir de me dire, j'espère qu'ils vont continuer, ils vont devenir vite accros à ces méthodes. Et je vois que ça se diffuse, ça se répand, effectivement. Alors, je vais peut-être m'arrêter là. Mais donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En tout cas, dans ce programme, on est à mi-parcours. Il y aura une évaluation qui sera publiée en 2023 sur l'impact. Et Inch'Allah, on verra bien la suite. Merci Guillaume. Tu peux nous expliquer à quel moment Jos de Bloc ou Yos de Bloc, tu le prononces mieux que moi, est arrivé dans le circuit, et à quel moment tu as eu l'idée de t'inspirer de ces méthodes-là? C'était préalable au lancement de l'expérimentation ou c'est venu en route? Non, dès le départ. En fait, moi, dès le départ, en fait, en 2015, je suis tombé sur le bouquin de Lalou. Je suis tombé en arrêt devant toutes ces expériences. Et bon, j'habite dans le nord, près de la frontière belge.
Et puis j'ai rencontré un gars, il me dit: «Ah ouais, moi j'y suis allé il y a 6 mois, j'ai pris ma bagnole, je suis allé en Hollande, j'ai discuté avec eux». J'ai dit: «Écoute, tu veux pas qu'on y retourne là? Parce que, voilà, en France apparemment il y a personne trop qui connaît Burger». Donc on y est retourné, voilà, et dès le départ en fait. Il nous a accueillis à bras ouverts, on a bu quelques bières on est arrivé comme ça au milieu d'un rassemblement international. Puis il nous a dit: «Bah, tu veux le faire? Bah, vas-y, fais-le». Donc, tu sais, toi, tu arrives en mode: «Bah, alors qu'est-ce que tu me conseilles?» machin. Je dis: «Bah, juste fais-le, si tu as envie de le faire, vas-y, bon, tu devrais y arriver». Et puis après, donc dès le départ, on était connectés. Et puis voilà, tu vois, pour ces premières journées là sur l'accélérateur, sur les journées de design avec l'assurance maladie ministère, j'ai appelé, je lui ai dit: «Écoute, Yos, dans 15 jours, voilà ce que propose le ministère de la santé. Je pense que c'est important, on peut vraiment, il y a une belle fenêtre qui s'ouvre. En tout cas, on ne sait pas, mais la seule façon de savoir, c'est d'essayer». Et puis, il a pris le Thalys. Il m'a dit: «OK Guillaume, si tu penses que ça fait la différence, je veux bien». Il a pris le Thalys, il est venu comme ça. Et à la pause, comme ça, déjeuner, il a pris la parole le matin. À la pause, la nana du ministère me regarde, me fait: «Bon, bah, c'est bon, tu peux continuer, on avance». Donc ça a vraiment, sa présence a vraiment, débloqué le truc. La rencontre, a permis de débloquer le truc. Ok. Et donc, il y a eu cette rencontre qui a été clé pour toi, la lecture de Lalou, et ensuite, tout ça est bien. On comprend qu'intellectuellement, tu es accroché à ça. Ça ne m'étonne pas. Et puis ensuite, pour mettre en œuvre, Oui, par quoi tu as démarré? Et puis, il y a une question qui me taraude, c'est ouais, avec un nombre grandissant comme ça de professionnels de santé sur le terrain, ouais, comment tu fais pour former toutes ces personnes-là? En anglais, on parle d'onboarding. Comment tu fais oui. pour mettre le pied à l'étrier de tout le monde et de la même manière, ou en tout cas en respectant les principes de cette méthode? Et comment se fait la Mmh. transmission la transmission, voilà. Ouais, c'est une super bonne question. C'est principal, c'est probablement le sujet, le facteur le plus important d'impact évidemment de la démarche. Heu Finalement, ce qui est l'idéal, c'est un peu ce que nous on cherche, c'est qu'en fait, c'est de dire que c'est les gens, enfin, la plupart des infirmiers, en fait, on n'a pas besoin de les former sur l'approche holistique, en fait, ils ont ça dans la peau, ils ont choisi ce métier-là pour ça. Donc nous, notre vision, c'était plutôt de proposer un changement dans le système qui vienne, en fait, qui permette aux professionnels de réaligner, de bosser comme ils ont toujours voulu bosser, en fait. Si tu veux que nous, on n'a pas besoin de les former, on a même besoin de, parce qu'en fait, il dit: «Bah, voilà, avec équilibre, je peux vivre enfin le métier que j'ai choisi». Waouh, donc ça, c'est vraiment top. Et donc c'est un principe de volontariat. Donc c'est sûr que nous, on expose le principe, et après, ceux qui adhèrent et ceux qui, avec une adhérence, une résonance, bah, rentrent. Alors à petite échelle, ça marche. Après l'idée, bah, si demain on devait être 10 000, voilà, comment on ferait? Moi, je pense que entre, en fait, c'est du pair à pair, hein. Après sur les équipes constituées, bon, on a dit: «Bah, voilà, vous avez compris les gars que vos collègues, il y a rien de plus précieux dans la vie, donc choisissez-les bien, quoi». Bon, et en général, ils ont bien compris ça, donc on n'a pas besoin de trop, donc on les soutient. Parfois, ils nous disent: «Bah, Guillaume, comment ouais, mais on s'est planté une fois, 2 fois, comment on fait pour savoir si quelqu'un, va matcher ou pas?» Donc on peut donner juste des toutes petites clés, mais en fait, en vrai, moi, bon, déjà, je sais pas recruter, je me plante souvent. Et puis j'ai commencé à moins me planter quand je m'étais planté 2-3 fois. Donc en vrai, de toute façon, c'est qu'en faisant qu'on apprend. Mais après quand même, ce que j'ai appris, et j'ai compris avec le temps, c'est qu'au début, j'avais pas compris pourquoi. Le YOS, quand il a démarré, Burgdorf il y a 12 ans, il y avait que des infirmiers de plus de 50 ans. C'est pas qu'il faisait du racisme anti-jeunes, c'est juste que lui, son but dans la vie, c'est d'être le meilleur infirmier possible. Et pour être bon dans son métier, bah, il y a 2 choses utiles, c'est la formation et l'expérience. Et ça se remplace pas, quoi. Donc j'ai compris ça avec le temps en me disant: «Ah, maintenant je comprends mieux pourquoi ils faisaient ça». Bon après, maintenant ils sont 10 000 ou 15 000, donc au bout d'un moment tu peux pas avoir que des plus de 50 ans, il faut bien prendre quelques jeunes. Puis c'est sympa aussi les jeunes, mais en tout cas le socle,
le socle de culture au départ, il est important. C'est sûr que s'appuyer sur des professionnels qui ont beaucoup d'expérience et beaucoup de formation, le niveau parce que quand tu es infirmier, tu peux faire rajouter des DU, des diplômes, des trucs. Au plus tu en rajoutes, au plus tu es impactant pour tes patients, et plus tu es pertinent dans les discussions avec tes collègues. Donc c'est sûr que ça, c'est important. Avant de prendre la question d'Axel, qui est intéressante et qui fait un parallèle aussi avec l'aide à domicile, est-ce que tu peux nous réexpliquer aux Pays-Bas, Buurtzorg, comment c'est organisé là, les 10 000 personnes dont tu viens de Ouais, parler, et ouais, comment en France tu ouais, t'es organisé aussi de ouais, ton côté, et ouais. comment ça grandit tout ça de manière cellulaire, on l'a compris, mais Ouais, comment ça se coordonne en fait. Voilà. ok. Alors en Hollande, hein, ils sont même 15 000. Il y a 10 000 professionnels. Alors chez eux, la frontière des rôles est un peu différente de chez nous, mais en Hollande, on va dire, tu as le domaine du sanitaire, donc du soin remboursé par l'assurance santé, recouvre en fait ce qu'il y a chez nous des auxiliaires de vie, des aides-soignantes et des infirmiers, ou même des infirmiers en pratique avancée, donc qui sont des infirmiers qui ont des compétences supplémentaires qui leur permettent de réaliser d'autres actes que parfois certains médecins peuvent réaliser. Donc tout ça, c'est dans la même équipe. Donc eux, leur principe, comment ils sont organisés? En fait, on va dire, il y a 1000 équipes, ils sont à peu près 10-12 par équipe. Une équipe a un territoire bien défini, un quartier. Donc, voilà, les gens, ils appellent, ils réalisent les prises en charge, ils s'organisent, ils sont 100% auto-organisés. C'est-à-dire, dans une équipe, tu n'as pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, une répartition de rôles. Donc, évidemment, tout le monde ne fait pas tout, sinon c'est le bordel, ça ne marche pas. Donc, on se répartit les rôles et puis on fait tourner les rôles tous les 3 mois, tous les 6 mois. Il y en a un qui va s'occuper de peut-être faire le lien avec les médecins, il y en a un qui va s'occuper de la logistique, que le local soit propre, qu'il y ait des grands. Voilà, il y en a un qui regarde un peu le planning, il y en a un qui suit un peu les résultats de l'équipe. Et quelques petits indicateurs, comme dit Frédéric Laloux, c'est important que l'équipe sache, elle a ses propres indicateurs d'auto-évaluation pour s'auto-corriger si jamais ça dérape. Voilà, je sais pas, moi, par exemple, sur la productivité, c'est-à-dire on n'a pas assez de patients par rapport à la masse salariale, c'est l'équipe qui va s'auto-corriger. Il y a 50 coachs environ, des coachs équipes, ils sont sur une région, ils ont à peu près une cinquantaine d'équipes à coacher. Donc ça veut dire qu'en gros, tu vois ton équipe, les équipes que tu coaches, tu les vois 1 fois ou 2 par an, donc ça veut dire que c'est pas souvent. Eux, leur rôle, c'est de soutenir les équipes, c'est de faire de la facilitation aussi, parce qu'il y a des conflits, comme dans tout groupe, où il y a des questions un peu difficiles à gérer. Donc les équipes peuvent faire appel à un coach si elles ont envie pour être aidées dans le fait de trouver leur propre solution. Et puis tu as un back-office, une cinquantaine de personnes qui s'occupent de tout ce qui est paye, compta, IT. Beaucoup de choses sont externalisées. Typiquement, tout ce qui est IT, informatique est externalisé. Et tu as quand même 2-3 personnes qui suivent le contrat d'externalisation. Et puis, ils ont une petite cellule projet, puisqu'ils ont donné naissance à des maternités, des maisons pour personnes âgées. Enfin, il y a eu plein de projets, ils sont très innovants. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour la Hollande. Donc 10 000, on va dire, pour la faire court, 10 000 infirmiers, 5 000 aides ménagères. Ça c'est pour les professionnels de terrain, ils sont tous organisés par équipe. Ils prennent eux-mêmes toutes les décisions qui les concernent. Et puis pour le reste, tu as donc du soutien, du support qui est fait par des coachs équipes, une cinquantaine. Et puis un back-office qui gère la paye, le légal, le juridique, etc. Donc ça représente 500 millions d'euros d'activité par an. Et c'est une association, et ils ont en général un résultat annuel de 1 ou 2% qui réinjectent dans des projets, voilà, des projets d'innovation dans la santé. Et en France, alors c'est un peu différent parce que le schéma en France, le mainstream en France, c'est du libéral pour les infirmiers. Donc nous, on a commencé, au départ, il y a quelques équipes qui se sont lancées en libéral ou salariat. Nous, en fait, on s'en fout un peu, c'est pas trop notre vision. Enfin, on dit, nous, ce qui compte, c'est quelle vision du métier tu as, puisque en revanche, que tu sois salarié ou libéral, est-ce que tu as envie de bosser en équipe? Est-ce que tu vois ton équipe comme de la valeur pour toi? Et si oui, on peut t'accompagner là-dedans. Donc, on est plutôt sur une base de volontariat. Si vous avez envie qu'on vous accompagne, on vous accompagne. Si vous n'avez pas envie, c'est OK.
Et après, dans le cas du programme équilibre, on a une limite en volume. On est limité à une centaine d'infirmiers. Et donc, on a rempli assez vite le volume. Donc, pour le moment, on est capé, si tu veux, sur le volume. Donc, on ne bouge pas sur ce volume-là. Et puis, on verra ce qui se passe à la fin de l'expérimentation. Mais voilà. Donc, pour le moment, on n'est pas voilà, on reste sur ce volume-là maintenant pendant 1 an ou 2 et on verra après ce qui se passe. Une dernière question, après je me tais. En termes de, bon, tu as expliqué, vous êtes à la moitié de l'expé. Ça donne quoi au niveau équilibre financier? Est-ce que tu penses que le modèle déjà, tu as quelques indications sur la Ouais, viabilité du modèle dans le contexte français qui est, ouais, on comprend, assez différent du modèle, du ouais, contexte hollandais. Est-ce que tu peux nous ouais, dire, nous donner quelques ouais, saveurs de ouais. ce que pourrait être voilà, Bah, une première conclusion d'étape? les feedbacks, alors il y a un rapport intermédiaire qui sera publié cet été par le cabinet de recherche indépendant qui est mandaté par la science maladie. Mais moi, les feedbacks que je vois, que je ressens, c'est déjà l'impact. En tout cas, ceux qui sont, les infirmiers qui sont dans l'équilibre, eux, ils me disent, mais Guillaume, c'est génial parce qu'on peut enfin vivre le métier comme on l'a toujours rêvé de le vivre. Donc ça, c'est top. Donc eux, ils sont hyper contents, les infirmiers. Il y a des challenges, évidemment, mais en tout cas, je dis, ça y est, vous avez vraiment fait péter des leviers systémiques qui nous empêchaient de faire ce pourquoi on a choisi ce métier, ce que l'on sait faire. Et en plus, ce que l'on... Voilà. La prévention, l'éducation thérapeutique, en vrai, on sait le faire, on voit tout l'impact que ça a sur les gens et on ne paye pas, on nous empêche de le faire. C'est hyper frustrant. Donc ça, vous avez levé les frustrations. Donc les professionnels de santé qui sont dedans, pour eux, c'est un kiff énorme. Financièrement parlant, c'est par construction équilibrée, parce qu'en fait, le taux horaire est de 54 € de l'heure. Donc, si je passe 1 heure avec un patient, je facture 54 €. Et donc, ça, c'est OK. Enfin, on a calculé le taux horaire pour qu'il permette de rémunérer, en gros, correctement un infirmier sur une base de médiane, de rémunération médiane. Et donc, ce taux horaire-là permet de se rémunérer correctement. Je ne deviens pas millionnaire, de toute façon, tu ne choisis pas ce métier-là pour être millionnaire, mais ça permet de valoriser correctement le diplôme, etc. Donc ça, déjà, c'est énorme aussi. Et puis, après, l'impact patient, il est aussi assez chouette. On a plein de témoignages. Oui, c'est ça, la Sécu est OK pour changer le mode de rémunération. C'est exactement ça, Axel. En tout cas, en expérimentation. Voilà, donc pour 7000 patients sur 1 ou 2 millions. Mais en tout cas, en expé, ouais, ils sont d'accord. Et donc, l'impact patient, il est vraiment chouette. Il y a plein de très, très belles histoires. En fait, tu laisses simplement les professionnels faire ce qu'ils savent faire, mais c'est énorme, en fait. Donc, les patients, au début, sont très surpris, parce qu'en fait, les patients ont tellement encodé que les infirmiers n'avaient pas le temps, que souvent, les patients disent, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me... T'es pas pressé aujourd'hui? Pourquoi tu... Elle dit, non, c'est bon, on est dans un programme d'expérimentation, ça m'intéresse, voilà, comment, où t'en es, par exemple, des patients qui ont des troubles de psy. Les infirmiers sont venus à discuter avec eux en disant, tiens, est-ce qu'on va faire le puits du lit ensemble? Et on s'assoit, on fait ensemble, vas-y, on discute un peu. Et ils se sont rendus compte, le patient, au bout de quelques jours, a commencé à dire des choses qu'il n'avait jamais osé dire. Et puis, personne ne lui avait jamais demandé, mais qu'il ne prenait pas tous les traitements, ou qu'il buvait de l'alcool en plus. Et donc voilà, ils ont pu faire plein de choses. Et c'était un patient qui suivait depuis 2 ans. Donc il disait, mais putain, ça fait 2 ans qu'on y va tous les jours. Et en fait, voilà, depuis ce programme-là, depuis qu'on décide de prendre ce petit temps de discuter, de s'intéresser à la personne, parce qu'on nous paye pour ça et qu'on nous permet de ça, ben ça peut changer tout pour certains patients. Voilà, donc moi, mon feeling, c'est que, en fait, et pourquoi ils ont autorisé, c'est parce qu'ils y croient. L'assurance maladie et le ministère sont intimement persuadés que ça fait sens, en tout cas nos interlocuteurs. Et la question, c'était une question que vous me poserez, mais en fait, la vraie question, c'est, OK, comment on fait pour que, sans ça marche, sans infirmiers, OK, comment ça pourrait marcher aussi à 10 000 ou 50 000 infirmiers? Est-ce que ça pourrait aussi marcher en scalant à beaucoup, beaucoup plus de monde? Parce que les expérimentations petite échelle marchent en général toujours dans la santé, parce que tout le monde est au taquet, tout le monde est à donf, puis Néval et tout, donc tout le monde fait gaffe. Et en général, après, quand on l'ouvre, c'est pas pareil. Donc pour moi, le vrai enjeu, en tout cas notre enjeu, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'inventer un système auto-organisé, en autogouvernance, qui soit tout aussi puissant, voire encore plus puissant, à 10 000 qu'à 100. Et ce qui est un énorme, évidemment, challenge, parce que
Là, pour la sécu, vous avez compris, c'est une confiance, c'est-à-dire c'est un changement total de modèle. Eux, ils se disent, au moins la tarification à l'acte, on sait que ils sont obligés d'être productifs parce que sinon, ils ne gagnent pas leur vie. Donc, on n'a pas de problème. On sait qu'ils seront productifs. Là, comment on fait pour savoir que tu es productif puisque tu es payé autant? Et donc, c'est ça notre enjeu. C'est de leur montrer que 10 000 professionnels peuvent s'auto-organiser et s'auto-donner leurs propres règles pour que la raison d'être et l'objectif qui est poursuivi, qui est la qualité de vie, l'efficience et tout, soit effectivement atteint sans avoir des carottes et des bâtons financières. Voilà. Ça s'appelle la motivation intrinsèque. Et il y a les travaux de Elie. Donc, évidemment, la Lalou est intéressant. Il y a aussi Elinor Ostrom. Je ne sais pas si vous connaissez Elinor Ostrom, qui est la première femme prix Nobel d'économie, qui est décédée maintenant et qui a fait des publications merveilleuses sur la gouvernance des communs, qui pour moi sont une grande inspiration. Et ça recoupe beaucoup de principes de gouvernance partagée, évidemment, mais très, très intéressant et bon, assez puissant, puisque là, Frédéric Laloux n'est pas encore prix Nobel, mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez inspirant d'avoir des personnes comme ça au soutien de ces réformes systémiques. Merci Guillaume. Peut-être Axel, si tu veux poser tes questions, si tu arrives à enlever ton mute. Ouais. Donc, il y a une question sur les collaborations auxiliaires, c'est ça? Axel, sinon je vais la poser moi. Ouais. Je vais la lire. Ouais, c'est ça. Donc, c'était quel est le lien entre auxiliaire de vie et infirmière? Oui. Oui. Ouais. Ah, du coup, marche pas. C'est pas grave. Et la question que tu poses, elle est majeure. Hein. Moi, je crois que c'est vraiment le prochain problème systémique qu'il faut arriver à faire péter. Bon, à supposer qu'on arrive à faire péter celui-là, parce que là, on l'a fait à une toute petite échelle, hein, évidemment, à hauteur de 10 millions par an sur un budget de 9 milliards. Et à supposer qu'on arrive à faire bouger ça. L'autre, tu as raison, hein, l'autre sujet, et ça, c'est une souffrance énorme pour moi de voir ça, mais en France, on a d'une part les conseils départementaux qui s'occupent de tout ce qui est auxiliaire de vie, etc., qui financent et qui supervisent. Et puis, on a le sanitaire avec les infirmières qui sont de l'autre côté, l'assurance maladie, et tout ça. Ces deux piliers, en fait, hein, qui sont hyper importants pour les patients, sont très déconnectés, très séparés. Voilà. Donc moi, mon rêve, c'est qu'on arrive et c'est d'ailleurs ce qu'ils font en Hollande, bon, mais qu'on arrive à avoir des équipes mixtes, des équipes communes, en fait, une seule équipe dans lesquelles on a tous ces rôles qui sont là, les auxiliaires de vie, les infirmiers, et on a besoin de tout le monde, et tout le monde est important, et chacun à sa place, il y a des complémentarités, etc. Et donc moi, c'est une grande souffrance de voir encore cette dichotomie. Et mon rêve, hein, c'est d'arriver, voilà, mon prochain challenge, en tout cas notre prochain challenge, c'est celui-là. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à unifier, à intégrer, ça l'intégration des soins, puisque les personnes, les patients, les familles, en fait, elles ont besoin de tout le monde, quoi. Et pour elles, c'est tellement insupportable d'avoir ces séparations administratives, la bureaucratique qui crée de la non-qualité, des coûts évitables, de la souffrance, etc. On est encore un pays trop riche. Il est trop riche pour se permettre ces dépenses inutiles. Mais voilà, en tout cas, celui-là, ça va être quand même un petit gros morceau. Mais voilà, peut-être si Axel Bijou, voilà, tu as envie de contribuer, c'est avec grand plaisir si tu veux continuer et de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. En tout cas, il faudra s'y mettre à plusieurs, ça c'est sûr, pour y arriver. Pierre Minaudier, tu veux poser la question suivante? Unmute. Activation du micro. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Super, merci. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup pour tous ces retours. Oui, effectivement, alors nous, on a monté une société qui est un peu une start-up dans le domaine de l'aide ménagère. Et en fait, on essaie de s'organiser comme tu l'as mentionné suite à retour de Lalou et puis de Birdzog. Et on se posait la question du flux
dans l'aide à domicile, c'est plutôt le flux de patients Oui. pour les infirmiers. Mais comment vous gérez finalement la partie commerciale? Parce que pour nous, c'est un vrai souci finalement d'autonomiser aussi les communautés sur le commercial. Et je me demandais quel a été le retour finalement Oui. de Birdzog là-dessus. En fait, alors nous, c'est encore plus le cas puisqu'on bosse avec des infirmiers libéraux. Donc, on n'a pas de lien de subordination. En fait, c'est leur activité. Donc, en gros, c'est 100% leur sujet. Et après, mais même sur les équipes qui sont salariées, entre guillemets, dès le départ, elles savent que c'est à elles de trouver les patients. Et si elles n'ont pas de patients, personne ne va leur en apporter, quoi. En sachant que on est dans la santé, donc c'est une profession réglementée, donc la publicité n'est pas autorisée, que ce soit libérale ou salariée. Donc, j'ai envie de dire, c'est à toi de connecter avec les médecins, de te faire connaître. En fait, ça prend un peu de temps, un peu de bouche à oreille pour dire, bah oui, un infirmier, tu te mets dans l'annuaire, les gens, ils ont besoin de toi, ils t'appellent. Dans les pages jaunes, ou sur Doctolib. Euh, mais c'est aux équipes. Et c'est un principe un peu darwinien, c'est-à-dire, si l'équipe arrive à trouver, s'ils ont des patients, ils peuvent se payer. S'ils n'ont pas de patients, ils ne peuvent pas se payer, quoi. C'est en fait hyper simple, quoi. Et nous, là-dedans, on est de tout cœur avec eux, mais c'est leur sujet. C'est pas le nôtre. Peut-être Raphaël Attias pour la prochaine question, si tu peux enlever ton secret. Bonjour Luc, c'était effectivement, je pensais à une question un peu plus structurante pour comprendre un petit peu la portée du projet, puis le modèle d'innovation sociale, puisque c'est l'intérêt orienté entreprise sociale et solidaire, donc bien comprendre ce qui a été proposé dans ce contexte et qui peut être bien sûr ensuite diffusé ou disséminé pour monter en puissance et peut-être faire de cette entreprise quelque chose de beaucoup plus d'envergure. Oui, alors Soignons Humains, c'est une association, loi 1901. Donc, nous, ce format-là nous semblait assez naturel dès le départ, parce qu'on est dans le champ de la santé et dans un champ qui est financé sur fonds publics, exclusivement, donc sur la prestation financée par l'assurance maladie. Donc voilà, donc nous, on a fait ce choix d'un format d'association loi 1901, donc il n'y a pas d'actionnaire, il y a des membres d'une asso, et après… Je parlais plutôt du modèle proposé lors de l'Interreg, ouais, qui effectivement a disrupté, a intéressé les parties prenantes et effectivement, et bien sûr, de pouvoir s'adosser dessus pour ouais. disséminer. C'était dès le départ, on a créé une asso et nous, on était sur Chez Malade, l'association. Après, dans l'Interreg, c'est ouvert aussi aux entreprises. Donc, il y a un autre partenaire français qui s'appelle Vivat, qui est une entreprise d'aide à domicile, qui était aussi partenaire du programme. Donc, eux leur sujet, c'est de dire comment on s'inspire de ce que fait Birdzog en Hollande pour notre métier à nous, qui est de l'aide à domicile, de l'auxiliaire de vie et des auxiliaires de vie. Comme on l'a vu en France, c'est un peu deux planètes disjointes et différentes. Donc nous, on était sur la sphère plutôt infirmière et eux sur la sphère auxiliaire de vie. Mais donc, peut-être ça répond à ta question, mais sur cette planète des auxiliaires de vie, il y a à peu près maintenant une quarantaine de structures en France, sur 7000. C'est un marché qui est assez atomisé, mais associations, entreprises, qui ont décidé de changer leur modèle d'organisation, de se transformer, en s'inspirant de ce que fait Birdzog en Hollande, de près ou de loin. Chacun prend l'inspiration qu'il a envie de prendre et fait ce qu'il veut. On a créé un collectif qui s'appelle le collectif L'Humain d'abord, qui a vocation en fait à un peu un forum de partage et à accompagner ceux qui ont envie de se mettre sur ce chemin-là. Souvent ils disent ok, waouh, ça me parle vachement, mais comment je fais? Et on dit écoute, on n'a pas de recette magique, mais si tu veux, il y a peut-être quelques étapes, et puis tu peux discuter avec d'autres qui ont fait comme toi il y a quelques années. Voilà. Donc c'est un collectif ouvert, il y a une quarantaine de boîtes maintenant qui sont dedans. Si j'ai bien compris, vous avez proposé ce projet avec une approche digitale, une approche d'un hub humain et digital avec derrière des interactions sociales et ensuite un volet, je dirais, de transformation de l'humain et du métier, ou bien c'est quelque chose qui se fait
la dimension pratique, action terrain, etc. Quels ont été les déterminants du projet d'un point de vue bloc, je dirais, qui ont Ouais, été proposés pour le financement? ouais, ok. Non, le socle, c'est vraiment de l'innovation organisationnelle, ou en tout cas du changement de vision d'organisation. Et donc, on n'est pas sur du digital et d'abord sur des outils digitaux. On n'est pas sur de l'investissement dans du matos. On est vraiment, c'est de dire, bah, en fait, essayons, qu'est-ce qui se passerait si on essaie de revisiter euh, nos schémas mentaux, nos croyances sur les professionnels, hein, sur les bénéficiaires, et si on essayait d'expérimenter d'autres façons de s'organiser. Typiquement, dans l'aide à domicile, la plupart des structures, on va dire, il y a 100 ou 200 salariés sur un territoire. La plupart ne se connaissent pas, ils se rencontrent très peu, en plus avec le Covid, là. Euh, donc l'idée, c'est de dire, bah, OK, est-ce que déjà, s'ils essaient de se rassembler sur des petits secteurs géographiques, s'ils se parlaient par secteur, par petites équipes sectorisées, et peut-être ils pourraient piloter eux-mêmes l'onboarding, tu disais, les recrutements des nouveaux collègues, s'organiser entre eux sur les remplacements de congés, de choses comme ça. Peut-être ils pourraient aussi prendre en main les arrivées de nouveaux bénéficiaires, faire les évaluations de départ, discuter directement. Pourquoi si le client veut changer un horaire de demain, et pourquoi appeler le bureau, pourquoi pas appeler directement ses auxiliaires de vie et leur dire en direct, plutôt que de passer par un bureau qui ne répond jamais parce qu'il est sous l'eau, machin. Voilà. Donc c'est vraiment du changement d'organisation. Et tout ça, en fait, qu'est-ce que finance l'Europe? Elle finance tout ce temps, ces ateliers pour dire, bon, alors attends, on s'assoit, on réfléchit, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce que demain on pourrait faire autrement, voilà. Et ça prend du temps. C'est du temps de rémunéré pour les professionnels, mais il n'y a pas de chiffre d'affaires en face. Et comme c'est un secteur qui est quand même complètement sinistré financièrement, on va dire, hein, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, l'apport, l'injection de fonds européens ou de subventions publiques qui permet aux gens de dire, bah, allez, on finance le coût de la transition. On est d'accord que le point B sera meilleur que le point A, mais pour passer de A à B, on a besoin d'un peu de sous pour se former, prendre le temps de ces ateliers. Et cet argent, on ne l'a pas. Voilà. Donc c'est ça que finance. C'est vraiment un changement d'organisation. D'accord, très bien. Merci, Guillaume. Je t'en prie, hein, merci pour ta question. On va Après, passer à Jean-Étienne Brodier. Oui, merci. Bonjour Guillaume, merci bien pour la présentation, c'est très intéressant. De mon côté, j'ai un profil un peu externe au milieu que vous connaissez bien. Je suis conseiller en développement organisationnel et je travaille depuis une quinzaine d'années sur les modèles d'autogouvernance avant de lire Laloux et de voir qu'en fait, c'est quelque chose qui se développe maintenant et qui est présenté comme des nouvelles approches du management, alors que moi, je les décrivais toujours comme ayant toujours existé dans le plus vieux modèle d'organisation, c'est l'association de personnes. Donc, des personnes qui se mettent ensemble pour un but commun ou pour réaliser quelque chose et sont capables de tout en faisant les choses à leur manière. Et du coup, je travaille beaucoup avec des organisations dans différents contextes pour voir comment au niveau local, que ce soit au fin fond de l'Afrique ou dans un quartier à Paris ou à Genève ou Toulouse, comment des personnes peuvent être beaucoup plus efficaces que l'aide publique ou l'aide internationale ou que même des services d'entreprise. Mais c'est une approche qui est similaire sur les piliers qui sont présentés dans l'approche de Frédéric Laloux. Et du coup, je m'intéresse dans différents contextes de comprendre qu'est-ce qui fonctionne moins bien ou quelles sont les particularités des différents domaines, parce que les recettes ne sont pas les mêmes en fonction des contextes ou de la culture pour que ça fonctionne. Alors peut-être ma question assez générale, c'est qu'est-ce qui était peut-être pour vous un des plus grands défis ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre contexte en particulier? Ou mal, qui fonctionne mal ou... Ouais. Bah, comme on disait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a, en tout cas dans notre système dans lequel sur notre planète, qu'est-ce qui impacte le plus les bénéficiaires, les patients, on les appelle comme on veut, c'est cette séparation administrative, cette fragmentation des approches administratives en disant, ah, pour tout ce qui est soins infirmiers, bah, c'est l'assurance maladie, un tel budget. Ah, pour les auxiliaires de vie, l'aide à la personne, ça c'est une autre autorité administrative avec d'autres budgets, d'autres cultures, d'autres
vision, d'autres agendas, et les deux sont pas corrélés. Et le fait surtout que du coup, c'est ça qui en fait impacte la réalité. Donc c'est-à-dire pour moi, le principal frein, il vient du fait que les systèmes institutionnels, on va dire bureaucratiques ou publics, en fait, imposent leur propre fragmentation à ce qui se passe sur le terrain. Et nous, l'idée, c'est plutôt d'inverser ça en disant, est-ce qu'on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'on pourrait réinventer les systèmes bureaucratiques qui ont une utilité, et en partant de la réalité des personnes et en ayant une vision intégrée des personnes, des professionnels, et du coup, ça permettrait de réintégrer les choses à ce niveau-là. Donc ça, on va dire, c'est ce qui est systémique. À notre niveau, à nous, pour moi, ce sur quoi, ce qui me touche le plus, en fait, c'est d'arriver à, pour les fans de Ken Wilber, là, de Frédéric Laloux, ça se joue au niveau de nos croyances, de nos schémas mentaux. Et souvent, quand je discute avec des infirmiers, au bout d'une heure ou deux, ils me disent, mais Guillaume, allez, en fait, elle est trop belle ton histoire, c'est quoi ton... tu peux me le dire maintenant, à moi, c'est quoi il est où le loup, elle est où l'arnaque, ou à toi, c'est quoi ton... Et donc, pour moi, il y a un truc, j'ai découvert ça, j'étais surpris. Moi, je venais des assurances, de la télé, du monde des services et tout. Il y a une concurrence féroce sur ces marchés-là, mais entre professionnels, entre concurrents, quand on se retrouve. Ouais, c'est ça, il est où le loup, il est là, le loup. En fait, tout le monde, on se tape dans la main, on discute et tout. Mais après, bon, on se bagarre pour les clients. Et j'ai trouvé dans la santé, il y a une violence terrible entre professionnels de santé. Il y a une jalousie qui peut être féroce. Si vous arrivez avec un projet, tous les autres, il y a plein d'autres qui vont essayer de vous saper le truc et tout. Et moi, je suis dans les assurances ou dans le business. Bon, voilà, je dis pas que c'est pas un monde de bisounours, hein, qu'on fait une petite négo avec CanalSat, c'est sympathique, mais moi, je n'avais pas connu ça dans d'autres secteurs. Je suis vraiment frappé euh, de la souffrance internalisée au niveau des personnes. Pour moi, le principal enjeu de transformation du secteur, il est d'essayer de reconnecter les personnes, quel que soit leur rôle, leur diplôme, médecin, salarié libéral, tout ça, d'essayer vraiment de dire, mais en fait, est-ce qu'on peut connecter sur un besoin profond que l'on a et se connecter ensemble là-dessus, et à partir de là, apprendre à coopérer. Et en fait, le principal frein est là pour moi, parce que du coup, il y a une richesse, une puissance phénoménale dont on se coupe, en fait, tout le monde se coupe, parce que j'ai peur de toi, tu as peur de moi, j'ai l'impression que tu veux me piquer mes clients, tu veux me piquer, tu veux gagner de l'argent sur mon dos, enfin une espèce de parano général. Moi, m'a vachement surpris, je ne connaissais pas, je suis arrivé dans le secteur et donc, quand on arrive à mettre en sécurité tout le monde, la puissance se libère. Et c'est ça pour moi le principal défi. Donc c'est un gros défi. Finalement, cette vision Buurtzorg, elle a été appliquée dans le domaine que tu as décrit. Est-ce que tu crois qu'on peut l'appliquer dans d'autres domaines et si oui, comment? Et quels seraient les domaines les plus accessibles à la transformation? Tu en as cité un certain nombre dans la transformation de l'État, et je suis d'accord avec toi qu'il y a une vraie volonté, c'est pas juste de l'affichage ou du washing, une vraie volonté de transformer. Puis je pense qu'il y a une appétence phénoménale des gens qui sont dans ces contextes-là à se transformer. Enfin, moi, je venais d'une très grande entreprise et j'avais déjà perçu cette appétence dingue des gens qui n'en peuvent plus d'être dans des organisations kafkaïennes à la fin. Hein. Donc, ils sont comme nous, hein, ils ne sont pas différents, ils n'aspirent pas du tout à être dans Kafka. Donc, quels sont selon toi, comme on dit, les low-hanging fruits, les secteurs probablement qu'on peut réformer le plus vite ou le plus facilement en utilisant les méthodes que tu as mises en œuvre? Écoute, vaste question. Moi, j'aime bien Jacques Santini là, de Toscane. Il a dit une fois, tu sais, c'est dans le désert, c'est là, le désert le plus aride, c'est là qu'il y a les gens ont le plus soif. Et donc, j'ai envie de dire, parfois, il faut toucher le fond de la piscine pour accepter de. Donc, dans nos secteurs, en tout cas, de l'aide à domicile, des soins infirmiers, la situation est tellement souffrante, tellement difficile pour les professionnels que c'est terrible. Mais en même temps,
c'est un vrai levier pour dire, bah, de toute façon, ça ne peut pas être pire. On a déjà tout essayé. Donc, ce mec est peut-être un charlatan, un menteur, un voleur, mais à la limite, bah, essayons de voir, on verra bien. Donc, c'est peut-être ces secteurs-là dans lesquels, moi, j'ai envie de dire, des secteurs qui décident pas encore de se transformer, c'est qu'ils ne sont pas encore assez en souffrance, en fait. C'est un peu terrible, mais moi, j'ai vécu ça à titre perso, c'est-à-dire j'ai vraiment décidé de prendre des grandes décisions dans ma vie quand j'avais touché le fond de ma vie. Quand je n'avais pas vraiment touché le fond, je me dis, allez, je peux encore peut-être essayer, ça va encore peut-être marcher. Donc, je ne sais pas, j'en sais rien, je n'ai pas vraiment de… Mais voilà, je me dis, s'il y a une souffrance qui est suffisamment claire pour tout le monde, ça fait un vrai bras de levier. Et après, tu vois, sur les témoignages de la PHP, là, sur le premier confinement, je me souviens, ça m'a vraiment frappé, où les mecs disaient, mais les médecins disaient, mais en fait, là, depuis 3 semaines, l'administration, les médecins, on se parle tous, on se réunit tous les jours, on essaye de tout. Donc, quand tu as un bras de levier hyper puissant, le Covid, bah, il faut lutter, il y a un choc externe terrible et on est tous unis vers un but. Ouais, c'est ça, voilà. Le choc externe fait qu'il y a un bras de levier très puissant. Donc, il faut qu'il y ait un bras de levier. Donc, s'il y a un bras de levier puissant, la transfo, moi, à l'hôpital, il y a un an, je disais, c'est l'hôpital, c'est impossible, ça ne changera jamais. Et ben, les mecs, en 3 semaines, ils se sont auto-organisés, tous centrés sur un but. On arrête de. Et ce qui avant prenait 3 ans, ils disent maintenant, en une journée, on a ce qu'on demande, on discute, on trouve des solutions. Un truc de dingue. Parce qu'il y a un choc externe qui arrive. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est vrai que une puissance de bras de levier, ça permet vraiment de viser. Et après, moi, il y a l'expérience tu parlais du public, là, de Sébastien Soriano, hein, qui vient de quitter l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms, des communications. La cartographie. Voilà. Et lui, il s'est beaucoup inspiré justement de Lalou et d'Elinor Ostrom pour essayer de revisiter, je crois, déjà les mythologies, comme il appelle ça, les croyances partagées. Ça, c'est très puissant comme approche. Et après, du coup, le comment découle souvent de ça. Écoute, voilà, non, je sais pas, j'ai pas de. Je vous laisse, vous avez sûrement plein d'idées, plein de lieux où vous avez envie d'aller. C'est marrant que tu parles de Sébastien, je le connais bien et ça ne m'étonne pas qu'il ait adopté aussi ce genre de philosophie. En Ouais, tout cas, ouais. bravo Guillaume déjà pour tout ce que tu as mis en œuvre en France, qui je pense est juste le tout début d'un phénomène. Enfin, moi j'en suis convaincu, après chacun se fait son idée, mais je pense qu'on a besoin de gens pionniers comme toi qui n'ont pas peur d'y aller, d'engager, de faire confiance. C'est le maître mot de ce genre de transformation, on le sait. Nous, on est convaincus que ça marche, mais il faut quand même passer de la théorie à la pratique, ou en tout cas importer les bonnes pratiques. Et de ce point de vue-là, Jos de Bloc est quand même quelqu'un qui, comme Frédéric, nous a beaucoup aidé. Donc bravo à toi. Merci pour ta franchise, ta simplicité, puis ce que tu dégages qui est extrêmement puissant et que tu as exprimé très simplement, très humblement, voilà, pendant ce Thrive-In. C'est tout à ton honneur et j'y suis en tout cas avec toute l'équipe NextGen et puis je pense tous ceux qui ont participé à ce Thrive-In très sensible. On aura la chance dans quelques jours, je suis en train de caler la date, ce sera probablement le 13 avril, d'accueillir ici Gaëtan Belbush, qui est un des leaders de ADO. Alors ADO, je ne sais pas si ça vous parle, moi ça ne me parlait pas, mais il y a plein de marques super connues comme Leroy Merlin par exemple qui sont dans le groupe ADO. Et il nous expliquera comment il a accéléré la transformation digitale d'ADO avec la sociocratie. Alors, il est celui qui en parlera, mais évidemment, il n'est pas seul, hein, comme Guillaume n'est pas seul dans sa démarche, vous vous en doutez bien. Et puis, le 27 avril, après les vacances, on fera une session en anglais avec Suzanne. Donc, la prochaine est en français, vous avez compris. Celle d'après sera en anglais avec Norman Wolfe, qui est hyper connu et qui parlera de Living Organization, a bridge in our aspiration among teal, agile, self-managing organizations. Norman est quelqu'un d'extrêmement inspirant, un des speakers les plus inspirants qui soit dans le domaine des nouvelles formes de gouvernance. On est très heureux que notre partenaire Fabrique nous ait permis de rentrer en contact avec lui.
Merci à l'équipe de Fabric, merci à l'équipe aussi de Hola Spirit, qui est notre deuxième partenaire de ces Thriving, qui sont des formats gratuits qu'on organise parce on est super content de le faire. Et puis, c'est notre manière aussi de participer à l'essor de cette communauté qui en est à ses tout débuts, mais qui est en train de planter énormément de graines qui vont changer le travail. Et en changeant le travail, on est sûr qu'on va arriver à changer complètement la société et le rapport à l'autre. Merci à tous.